Excellent week-end à tous et à chacun, messieurs et dames. Bienvenue à vous dans cette grande édition du journal sur Actu30 Télévision. Ouvrons cette édition par cette nouvelle. Plus que quelques jours avant l'inauguration du plus grand centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, fruit du partenariat sino-congolais, cette infrastructure est fin prête pour être ouverte au grand public. Après des 5 ans de travaux, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est assurée de la qualité de cet ouvrage lors de sa visite d'inspection jeudi en compagnie de plusieurs personnalités du pays. Il est construit juste en face du Palais du Peuple, sur une surface de 93 000 m². Le Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, c'est son nom, est fin prêt pour son inauguration. C'est pour constater des visu la qualité des travaux que la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'y est rendue, en compagnie notamment d'Alexis Guizaro, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, mais également de Raïssa Malou et Yolande Lébé, respectivement ministre de l'Éducation et de la Culture, Arts et Patrimoine. Fruit de la collaboration sino-congolaise, ces bâtiments, construits au respect des normes et standards internationaux, est présenté comme le plus grand centre culturel de l'Afrique centrale. On y trouve l'une des plus spectaculaires salles des spectacles de 2000 places avec une scène modulable. L'imposant ouvrage compte aussi une salle de danse, des amphithéâtres de 800 et 300 places, 3 studios d'enregistrement modernes pour la création musicale, de chambres et de hôtes. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Une autre particularité, le centre abritera l'Institut national des arts, INA en sigle. La première ministre et toute sa délégation ont visiblement admiré la qualité des auditoires et autres bâtiments qui permettront aux étudiants d'apprendre dans des conditions optimales. C'est des impressions d'extrême satisfaction. Des impressions. Nous sommes très très heureux, nous surtout de l'INA, parce que nous sommes parmi les bénéficiaires de ces joyaux, comme vous le dites, de cette immense bâtisse culturelle qui a été construite en faveur de pays de la sous-région de l'Afrique centrale. Mais en même temps, nous à l'INA, c'est un retour au bercail, parce que l'INA existait à l'époque là où est érigé aujourd'hui le stade de Martyrs, et l'histoire nous rattrape, nous rentrons ici. Et nous sommes déterminés de ressusciter toute la culture et tous les arts du Congo. Si vous voulez les 450 ethnies, avant d'aller en Afrique et dans le monde, il faut que chacun se retrouve à travers cette école de l'INA. Les centres culturels et artistiques de l'Afrique centrale, dont les travaux ont été lancés en 2019, est construit par une entreprise chinoise pour un coût global de 100 millions de dollars américains. Il sera sous la responsabilité de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Les comités de conjoncture économique sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka promet des sanctions aux spéculateurs et note une stabilité relative du taux d'échange. Les comités de conjoncture économique a constaté une stabilité du taux d'échange depuis juillet 2024 grâce aux mesures prises par les gouvernements pour stabiliser la monnaie nationale. Toutefois, il déplore la spéculation du franc congolais par certains opérateurs économiques et annonce des contrôles pour contrer ces pratiques. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous nous sommes intéressés à la question du taux de change. Et cette question doit être expliquée dans des termes les plus clairs possibles aux Congolais. Le gouvernement, à travers le ministère des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale, Madame la gouverneure est à nos côtés, ces deux pôles ont pris toutes les mesures nécessaires pour stabiliser la valeur du franc congolais. Vous avez certainement noté que sur le marché de change, le taux de change n'a pas varié dans des proportions très importantes. C'est parce qu'il y a eu un effort de resserrement du budget, de resserrement des dépenses publiques, pour une meilleure qualité de la dépense publique, mais aussi pour une meilleure répartition des dépenses publiques à travers le territoire
nationale. Le monde célèbre le 9 août de chaque année la journée internationale des peuples autochtones en République démocratique du Congo. C'était l'occasion pour les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur et de la sécurité de lancer les activités de commémoration de cette journée. La cérémonie afférente a eu lieu ce vendredi dans la salle Virunga du bâtiment de la territoriale à Kinshasa. C'est l'arrivée de monsieur le vice-premier ministre. La mise en œuvre de la loi du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, fondement de leur inclusion effective, voilà le thème national de cette journée de peuples autochtones pygmées lancée par les vice-premiers ministres de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani. Dans la salle pour la circonstance, cette caste de la population congolaise à l'honneur, ainsi que plusieurs personnalités et agents du ministère. Jacquemain Chabani a souligné les efforts du gouvernement pour la promotion des peuples autochtones. Quand on considère le chemin parcouru depuis la Déclaration des Nations Unies sur les droits de l'homme des populations autochtones du 23 décembre 1994, l'on est en droit de se féliciter des avancées déjà réalisées dans la prise en charge de la cause autochtone pygmée du point de vue de la protection socio-juridique. Le gouvernement a élaboré son arsenal juridique idoine et la loi spécifique portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. C'est pourquoi toutes les parties prenantes à la question autochtone sont appelées à souscrire à la mise en œuvre de cette loi qui prévoit des mécanismes efficaces pour l'autonomisation des jeunes pygmées qui conduira à la libre détermination des autochtones pygmées de la République démocratique du Congo. Au nom de ses pairs, la représentante des autochtones a formulé des recommandations au gouvernement pour leur promotion. Naba intellectuel nabiso ba peuples autochtones, naba leader nabiso, tous à la copte na ensemble général, pe na sénat. Tous à l'ilisus kosenga kaka na ba konzi ya mboka, ba poste ministériel, pour na biso ba peuples autochtones. La cérémonie a aussi connu la participation du représentant pays de l'UNESCO qui s'est exprimé au nom des organismes du système des Nations Unies. Plusieurs activités seront organisées dans le tout prochain jour sur toute l'étendue du territoire national pour honorer le peuple autochtone pygmée. Des passages au Palais du Peuple après les échauffourées, les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, a reçu des échanges avec les présidents du bureau d'âge du Sénat et les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, rassurés que les dispositifs sécuritaires seront renforcés pendant le déroulement de l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Il a promis par la même occasion des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont saccagé les sièges du Parlement. Bon, principalement, faire part aux responsables des deux chambres de notre soutien, du soutien du gouvernement par rapport aux événements tristes, malheureux et condamnables qui se sont passés ici dans un lieu mythique et respectable, une représentation de la République, et aussi les rassurer de l'implication non seulement du gouvernement mais de la police nationale à les sécuriser davantage. Nous sommes conscients qu'il y a un calendrier électoral au niveau de la Chambre haute. Il était important pour nous d'avoir cette communication avec le bureau du Sénat pour les rassurer aussi que ces élections vont se dérouler dans la sécurité la plus totale. Il était aussi important pour nous d'avoir leurs opinions, de savoir exactement ce qui s'est passé, parce que il va falloir aussi identifier les responsabilités des uns et des autres et de sanctionner, pour que plus jamais cela ne puisse se répéter en République démocratique du Congo. Non, il y a des mesures qui sont déjà prises, la police nationale travaille. Il y a des mesures sécuritaires qui sont prises et qui sont exécutées. Maintenant, c'est un hémicycle.
Il est question de renforcer la sécurité pour que les sénateurs et même les députés nationaux puissent faire leur travail en toute sécurité. Sachez que l'élection et l'installation des membres du bureau définitif du Sénat n'auront plus lieu samedi 10 août au Palais du Peuple. Cette élection a été reportée à une date ultérieure suite aux problèmes techniques et sécuritaires. Les rapporteurs du bureau d'âge du Sénat qui annoncent la nouvelle soulignent qu'un nouveau calendrier réaménagé sera publié dans les prochaines heures. Rappelons qu'au total, 19 candidatures ont été retenu pour les 7 postes dans cette élection des membres des bureaux définitifs du Sénat. Les ministres des Finances Doudou Fouamba a présidé une séance de travail le jeudi 8 août à laquelle ont pris part les responsables de la DGI, de la DGA, des GERAD, l'inspecteur général des finances et les directeurs généraux de la direction du Trésor et de la comptabilité publique. Cette rencontre avait pour but de passer en revue les recettes publiques en République démocratique du Congo. Il était question au cours de cette rencontre d'établir sur la mobilisation des recettes, mais aussi envisager des mesures pour le développement du secteur en passant par l'amélioration de la communication et de la transparence entre les différentes régies financières. Les ministres des Finances ont encouragé le partage d'informations et a souligné la nécessité d'appliquer des mesures disciplinaires strictes pour combattre la corruption et améliorer l'efficacité. Aujourd'hui, s'est tenue une réunion de mobilisation des recettes qui a été dirigée par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Au premier point, il nous a parlé sur la façon de remercier l'agent quand il a bien travaillé et les punir quand il n'a pas bien travaillé. Donc nous aurons des sanctions positives et des sanctions négatives. Ça, il nous a demandé qu'on mette en application ce système de sanctions. Il a été noté au cours de cette rencontre que les recettes mobilisées durant le mois de juillet 2024 sont à l'ordre de plus d'1 milliard de dollars américains. Au deuxième point, nous avons traité du comportement des recettes de janvier jusqu'à fin juillet 2024. Il est vrai que les régies financières se sont très bien comportées au niveau des recettes. Nous avons fait un taux de plus ou moins 102%. Son Excellence nous a aussi exhorté pour que prochainement, qu'on déploie beaucoup d'efforts pour aller au-delà. Concernant le projection de 2025 sur la mobilisation des recettes, le ministre des Finances a donné des directives pour affiner ses prévisions grâce à de nouvelles mesures douanières, fiscales et administratives. De plus, des mesures d'allègement fiscal sont envisagées pour les opérateurs économiques dans les zones de conflit, principalement à l'est de la République démocratique du Congo, en réponse aux instructions du président de la République. Parlons de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, est largement revenue sur cette situation, notamment l'avancée des rebelles RDF 123 sur les territoires congolais malgré les cessez-le-feu et la trêve humanitaire décrétée. Le Rwanda, qui soutient les terroristes du 123, est donc accusé d'ébrouiller les systèmes GPS et usurpation d'identité. Devant les représentations diplomatiques et organisations internationales, la ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie a déclaré que malgré les cessez-le-feu, l'armée rwandaise et ses supplétifs ont occupé des nouvelles entités en République démocratique du Congo. Que malgré le cessez-le-feu, sur le terrain, les RDF et leurs supplétifs se sont une fois encore illustrés par leur violation de la trêve humanitaire et du cessez-le-feu de Luanda, notamment par l'occupation de 3 localités dans le territoire de Rutshuru, à savoir Nyamilima, Ishasha et Nyakokoma. Aussi, le 29 juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dénoncé, à travers un communiqué de presse, des attaques de brouillage des systèmes GPS et d'usurpation d'identité qui affectent l'espace aérien de la province du Nord Kivu, autour en particulier des villes de Goma, Beni, Butembo, Kibumba et Kanyabayonga.
Pour elle, le gouvernement de la République est obligé d'en informer la communauté internationale dans le but de prévenir des drames qui pourraient subvenir. Par ailleurs, Thérèse Kaikwamba-Wagner a laissé entendre que le gouvernement congolais reste très engagé dans la recherche d'une solution durable au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Mon gouvernement salue l'adoption à l'unanimité de la résolution 2746 et en particulier les points clés suivants. Le soutien de la MONUSCO à la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI-DRC, l'appui du Conseil de sécurité au cessez-le-feu et l'emphase placée sur la médiation par l'Angola, l'appui du Conseil de la condamnation par le Conseil de sécurité de l'activisme des groupes armés et de tout soutien étranger dont ils bénéficient. La ministre d'État a salué les avancées importantes enregistrées dans le cadre du processus de Luanda, ainsi que la mobilisation continue de la communauté internationale en faveur d'une solution durable au conflit. Dans le reste de l'actualité, la condamnation à la peine capitale de Corneille Nangaa et ses alliés par la Cour militaire pour crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel est vivement saluée par l'ONG démocrate. Pour Alex Ouello, cette sentence est une alerte pour les égarés de la République. Les directeurs exécutifs de l'ONG démocrate appellent à la levée des immunités de Joseph Kabila pour qu'il soit poursuivi par la justice congolaise après les révélations du président Félix Tshisekedi sur ses liens avec l'AFC de Corneille Nangaa. Nous saluons cela et interpellons ici, ou disons attention à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, partir sur cette mésaventure-là, à chercher à accéder au pouvoir d'État. Mais cependant, nous disons que les dernières sortie médiatique du président de la République, le haut responsable du pays, sur la complicité et l'implication de son prédécesseur Joseph Kabila Kabange sur les actions, n'est-ce pas, ou le mode opérandi de l'Alliance Fleuve Congo, nous pousse ici à demander au Congrès de lever les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, en fait que le procureur général près la Cour de cassation, qui est l'autorité ou la juridiction autorisée de poursuivre les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres, puisse s'en saisir de cette forte déclaration du président Tshisekedi qui constitue à notre attendement une plainte judiciaire officielle pour que les Congolaises et Congolais soient fixés sur qui fait quoi et qui est l'auteur intellectuel, moral ou financier de ce que cette rébellion armée, appelée ici Fleuve Congo, est en train d'opérer dans la partie orientale de notre pays. Dernière nouvelle avant de boucler complètement cette édition du journal. Les fonds des promotions de l'industrie a totalisé les 7 août dernier 35 ans d'existence depuis sa création en 1989 au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa en présence de Louis Watoum, ministre de l'Industrie. Le FPI s'est félicité d'avoir relevé plusieurs défis dans le financement des grands projets, le développement des partenariats stratégiques avec les institutions financières nationales et internationales, mais aussi son accompagnement auprès des petites et moyennes entreprises. Plusieurs personnalités des marques ont rehaussé de leur présence pour la célébration des 35 ans d'existence du Fonds des promotions de l'industrie, en l'occurrence les ministres des tutelles Louis Watoum. Au-delà du cadre des célébrations, cette rencontre était un moment de réflexion sur les parcours du FPI depuis sa création en 1989. Occasion pour son directeur général de saluer les travaux abattus malgré les turbulences par l'ensemble du personnel de cette institution dans le financement des grands projets, le développement des partenariats stratégiques avec des institutions financières internationales, mais également l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Dans ce cadre, les perspectives pour les FPI sont prometteuses et nous avons de grandes ambitions pour les années à venir.
Parmi nos priorités stratégiques, nous comptons 1. Développer et financer les chaînes de valeur. Il s'agira d'éviter de financer des projets isolés dans une approche globale et intégrée visant à cerner les liaisons et les impacts des projets. Comme décliné dans la vision du Fonds de promotion de l'industrie, si haut évoqué, en s'appuyant sur le développement harmonieux des chaînes de valeur dans tous les 145 territoires de la RDC, le FPI reste convaincu d'assurer un contenu économique à ces derniers. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a également souligné que la mission du FPI doit apporter des réponses aux engagements du président Félix Tshisekedi. À travers une politique et des stratégies d'industrialisation, de développement et de financement de la chaîne de valeur. Pour y parvenir, nous devons conjuguer nos efforts pour une mobilisation accrue des recettes issues de la taxe de promotion de l'industrie, ainsi que dans l'amélioration du taux de recouvrement auprès des clients en impayés. C'est donc par des résultats concrets que le ministère de l'Industrie et du Développement des PME et PMU fera la différence. Par contre, à noter que les fonds pour la promotion de l'industrie a pour mission de créer, administrer, réguler, contrôler et gérer les corridors de développement, mais aussi mobiliser les financements pour la viabilisation des corridors de développement industriel en collaboration avec les ministères ayant les finances dans ses attributions. Fin de cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis, à tous et à chacun. Excellent week-end.